Bienvenue dans cette vidéo qui est un regroupement d'analyses d'épisodes de BoJack Horseman. C'est une compilation de mes TikTok sur le sujet et c'est quelque chose qui me passionne. J'espère que je vais pouvoir partager cette petite passion avec vous sur YouTube aussi. Attention, évidemment, spoilers de toutes les saisons. L'épisode qui a rendu BoJack sérieux. Quand on démarre la première saison de BoJack Horseman, on ne se doute pas qu'on s'embarque dans une introspection émotionnelle, un portrait de l'humanité aussi juste que drôle et glaçant. À vrai dire, lors de sa sortie en 2014, les critiques décrivent la série comme une énième comédie d'animation pour adultes. Sauf que ces critiques n'ont vu que 6 épisodes, et plus tard, quand la série sort en entier, les avis changent doucement. Et ils changent surtout à partir de l'épisode 8 de cette saison 1, le télescope. Jusqu'ici, la célébrité de BoJack avait été tournée en dérision avec des codes repris de la sitcom. Le télescope explore la relation entre BoJack et Herb Casas, son meilleur ami et showrunner de la série qui l'a rendu célèbre. On les voit donc dans les années 80 galérer ensemble puis réussir. On voit aussi BoJack devenir imbuvable avec le temps et se faire bouffer par sa notoriété. Un jour, Herb est pris dans un scandale injuste. Sa sexualité ne plaît pas à la chaîne et elle veut le virer. BoJack est le seul rempart, s'il s'y oppose, il ne sera pas viré. Mais il a tellement peur de tout perdre qu'il trahit son ami. Il reste donc, comme à son habitude, seul au sommet, rongé par ses regrets. Retour au présent. Il ne l'a jamais revu et il lui rend visite parce qu'il est très malade. C'est très étrange, en surface, un peu gênant. Et en fait, BoJack cherche surtout à se débarrasser de sa culpabilité. Il lui demande pardon et Herb lui dit « Non, je ne te pardonne pas ». Puis, il lui dit que le trahir ce n'était rien, comparé à toutes ces années de silence, qu'il ne lui pardonne pas d'avoir disparu tout ce temps. Ça enrage BoJack, une bagarre éclate et en tant que spectateur, on se sent juste mal. En plus, ils se battent pour un objet qui les liait avant et qui est ironiquement un télescope, si loin et si proche. Herb tombe, frêle, BoJack s'en va. La tension dramatique est montée progressivement, puis est redescendue brutalement et on reste là à regarder cet homme malade et on comprend. BoJack Horseman, ce n'est pas juste une série rigolote sur un mec ignoble, c'est l'histoire de ses traumatismes et l'histoire des gens qui l'a traumatisé en retour. Le télescope s'est utilisé comme repère par beaucoup d'une série qui amorce un changement de direction narrative. C'est notre premier contre-coup émotionnel. La série nous a prévenus, mais là, elle a frappé pour de bon et c'est le début de l'aventure. La fin de saison continue sur cette lancée et vous connaissez la suite. Aller mieux selon BoJack Horseman. Tu peux être le coureur le plus rapide du monde, mais tu n'arriveras jamais à distancer la vérité. C'est une phrase qu'on entend dans le dernier épisode de la saison 1 de BoJack Horseman. Elle parle de secrétariat, l'idole absolue de BoJack, ce coureur hippique qui, rattrapé par ses démons, a connu une fin tragique. N'empêche que BoJack a retenu une chose, avance, cours, et tu ne sombreras pas complètement. Parce que si tu marches encore, c'est que tu peux le faire, non? Pas vraiment, en fait. Et le premier épisode de la seconde saison le montre très bien. BoJack joue secrétariat dans son biopic et décide de complètement changer de perspective. Il écoute des podcasts de développement personnel, change son vocabulaire, tente de renouer des liens avec ses proches et se met au sport, notamment à la course. Et toute cette persona superficielle, ça l'éloigne tellement du tout qu'il finit par ne plus savoir jouer de scènes dramatiques. Parce qu'il joue dans la vraie vie, alors il n'arrive pas à se débloquer. Et que BoJack, comme d'habitude, ne différencie pas la réalité de la fiction. Et il commence à angoisser parce qu'il se dit que ce film, c'est sa, je le cite, dernière chance d'être heureux. BoJack passe toujours d'étape en étape sans évaluer le chemin qu'il parcourt. Il a parfois des prises de conscience, mais au final, il ne voit que dénouement narratif sur dénouement narratif. Et jouer secrétariat, ça remet ça en question. Ça le met lui tout entier en question, en fait. Il amorce une réflexion qui ne va pas loin parce qu'il est rapidement écrasé par le poids de ses traumatismes. Surtout quand, à la fin de l'épisode, il reçoit un appel de sa mère. Et elle détruit tout ce qu'il a faiblement construit en lui disant que le mal est en lui de toute façon, qu'il lui a été transmis et qu'il n'y échappera pas. Alors il redevient lui-même, retourne sur le plateau et donne une merveilleuse performance. Et je parlerai de ce sujet dans une prochaine vidéo, parce que ce qui compte là, ce sont les étapes. Et les étapes qu'il franchira toute la saison. Une saison durant laquelle on découvre une autre facette de lui. Une saison qui se termine avec une interaction particulière avec un coureur dont il n'a cessé de croiser la route. Ce coureur lui dit « ça devient plus facile. Ça devient plus facile, mais tu dois le faire tous les jours. C'est ça, le plus dur. » Parce que courir d'une étape à l'autre, c'est bien, mais tenir la distance en apprenant à mieux se connaître, c'est mieux. L'épisode le plus drôle de BoJack Horseman,
du moins en apparence. La saison 2 abrite un épisode qui a marqué les spectateurs pour son côté particulièrement décalé. Let's Find Out nous plonge dans un épisode de l'émission télévisée présentée par Mr. Peanut Butter. Les stars et personnalités d'Hollywood, que savent-elles? Connaissent-elles quoi que ce soit? C'est ce qu'on va découvrir. C'est le titre de l'émission et c'est déjà comique par sa longueur et son aspect littéral. Mais si on ajoute à ça l'énergie légendaire de Mr. Peanut Butter et les épreuves et questions de plus en plus absurdes, ça en fait un moment très drôle. Et pendant longtemps, c'était mon épisode de réconfort. Mais plus j'ai regardé, plus j'ai compris que c'était plus profond que ça. BoJack est l'invité de l'émission. Les questions sont beaucoup trop précises et il est clairement ici pour être humilié. Ça fait de l'audience et on ne cesse de nous le répéter. Même Wanda, sa petite amie qui est productrice, lui demande de se laisser humilier pour le bien du show. Tout prend une tournure encore plus difficile quand Daniel Radcliffe apparaît en second invité surprise et que ses questions sont niveau primaire. En parallèle, on a une storyline de Todd qui tente de grimper les échelons en coulisses parce que ça l'amuse. Cette incursion au cœur du show télévisé est une critique frontale de ce milieu. BoJack Horseman est une satire d'Hollywood et cet épisode en rajoute une couche avec encore plus d'absurde que d'habitude. On a une vraie narration de l'émission dirigée par des personnes qui ont tout prévu à l'avance et BoJack joue un rôle qui ne joue pas en sa faveur. C'est encore plus profond quand on comprend que Mr. Peanut Butter prend un malin plaisir à participer à ça. Lui qui se fait tout le temps traiter comme un chien, sans mauvais jeu de mots, par BoJack, se venge avec ses meilleurs atouts, son charisme et sa popularité. Une situation pas très saine qui finit dans l'absurdité la plus totale. De bout en bout, cet épisode est à l'image de l'émission qu'il représente. Un grand spectacle, grandiloquent, divertissant, au fond chargé. Et même si BoJack Horseman regorge d'absurde, cette fois tout est concentré en un seul épisode. Ça en fait donc vraiment l'un des épisodes les plus drôles de la série, mais comme d'habitude, on a un discours plus complexe derrière. L'épisode muet de BoJack Horseman dont on parle encore. Fish Out of Water est le 4e épisode de la 3e saison de BoJack Horseman. Il rentre dans la tradition de l'épisode spécial de chaque saison qui utilise une narration différente que la classique. Et c'est probablement le plus frappant puisque c'est un épisode muet. BoJack doit se rendre à un festival sous l'océan pour promouvoir Secrétariat, le film dans lequel il a le rôle principal. Une fois sous l'eau, il porte un casque et ne peut pas parler. Il a beaucoup de mal à s'exprimer, se fait mal comprendre et finit par se perdre dans la nature. Il navigue dans un monde inconnu et c'est très poétique. C'est visuellement beau, l'ambiance sonore est aérienne et il y a une trame narrative qui laisse place à l'exploration et qui, en réalité, dit beaucoup sur BoJack. BoJack est constamment dans la performance. Il s'exprime bien de manière assez grandiloquente. Dans un monde où il ne peut pas parler, il est démuni. Et quelque part, ça le rapproche de son authenticité. Pour le contexte, le film Secrétariat était d'abord réalisé par Kelsey Jennings. BoJack l'a convaincue de tourner une séquence clandestine et elle s'est fait virer. Il ne l'a jamais recontactée après. Et là, elle est au festival. Il essaye donc de communiquer difficilement. Ne pas avoir la parole ni les codes sociaux de cet environnement qui fonctionne très différemment de la terre ferme, ça isole BoJack. Il se perd, se retrouve dans une aventure assez mignonne avec un bébé hippocampe, ce qui montre encore une fois cette authenticité et un altruisme caché de sa personne. Et une fois cette aventure terminée, il parvient à trouver les mots. Il écrit sur un papier: Kelsey, dans ce monde terrifiant, tout ce qu'on a, ce sont les liens concrets. Je suis désolée de vous avoir fait virer. Quand il essaye de lui donner, l'eau efface l'encre de la lettre. À nouveau, il essaye de parler avec le cœur, mais il en est empêché. Ce qui lui est arrivé toute sa vie et ce qui l'a poussé à se mettre en avant de manière superficielle. Alors qu'il fait face à cet échec, il réalise qu'il aurait pu parler depuis le départ. Qu'il en avait la capacité physique parce qu'il y avait un bouton sur le casque. Métaphoriquement, c'est à la fois simple et très fort. Il pourrait laisser cette authenticité parler, mais il est comme bloqué. Et ça fait de lui le BoJack qu'on connaît, qui fait beaucoup de mal autour de lui et qui est constamment, comme je le disais, dans la performance. L'épisode le plus tragique de BoJack Horseman. BoJack Horseman est une série qui offre un regard doux amer sur la vie. Dans un des derniers dialogues de la série, BoJack dit « Parfois, la vie est une garce et puis tu... » Ce à quoi Diane répond « Parfois. Parfois, la vie est une garce et tu continues de vivre. » Ça correspond tout à fait à la mentalité de la série qui présente la vie telle qu'elle est. Et parfois, en effet, des personnages rencontrent un destin tragique. Sarah Lynn en est l'exemple tristement parfait. Jeune actrice dans la sitcom de BoJack dans les années 90, elle est ensuite devenue une pop star très prisée avant de tomber dans
et la débauche. Sarah Lynn est un personnage qui n'a jamais réussi à savoir qui elle était vraiment parce qu'on lui a toujours imposé une identité qui n'était pas la sienne. Alors à 30 ans, elle a beau avoir une villa et des disques d'or, elle n'a personne à qui parler et elle a perdu le peu de lumière qui lui restait. Si Sarah Lynn parvient à rester sobre 9 mois, BoJack va tout ruiner quand il va lui proposer de replonger après un échec personnel. Elle dit oui, comme si elle n'attendait que ça. L'intervention de BoJack va lui être fatale et on va suivre leurs dernières aventures dans un épisode qui porte le nom de sa catchphrase That's too much, men, ou Faut pas déconner mec en français. L'épisode est rythmé par les blackouts de BoJack et on découvre Sarah Lynn plus en profondeur, au-delà de son côté provoque et déjanté. Elle se montre vulnérable, parle ouvertement de son problème d'identité, de son envie d'être vue et appréciée. Elle parle aussi de son rêve d'être architecte, d'avoir une vie normale. On découvre son besoin de simplicité et surtout d'affection, même si on s'en doutait. Et nous, on se prend encore plus d'affection pour elle, jusqu'à la dernière scène au planétarium. En regardant les étoiles, elle dit « Je veux être architecte ». Puis, on ne l'entend plus. BoJack l'appelle plusieurs fois, écran noir. Ce n'est que l'épisode d'après qu'on comprend vraiment qu'on ne la reverra plus. C'est tragique parce que Sarah Lynn l'est, mais aussi parce que l'épisode nous montre qu'elle avait le potentiel de mener une vie épanouissante, mais qu'Hollywood l'a écrasée jusqu'au bout. Et oui, Hollywood c'est aussi BoJack. La série qui entre dans la tête de son personnage. On a tous cette petite voix dans notre tête quand on lit quelque chose ou qui nous aide à penser au quotidien. Ça s'appelle la voix intérieure et c'est un fonctionnement tout à fait normal. Mais en cas de grande anxiété par exemple, elle peut devenir envahissante. Et c'est ce que l'épisode 6 de la saison 4 de BoJack Horseman nous fait vivre. BoJack a une chance de faire les choses bien pour une fois et il est terrifié. Dans cet épisode, on entend la petite voix dans sa tête et c'est son pire ennemi. Cet épisode représente deux choses. D'abord, la pensée intrusive qui ronge au fur et à mesure que l'anxiété monte. Elle est ici représentée par des espèces de croquis incertains aux couleurs qui dépassent. Ce sont des personnages fouillis, tout comme ses pensées. Ils sont représentés sur des fonds qui grésillent, en quelque sorte, ce qui appuie cette incertitude. Et puis, tout va très vite. Et cette voix parle à une vitesse impressionnante. Vers la fin de l'épisode, les images deviennent de plus en plus lente. Un gribouillis noir envahit l'image, on entend des sons vraiment flippants, et BoJack crie. Tout ça, ça représente parfaitement l'envahissement et l'impulsivité à laquelle ces pensées peuvent mener. Ça représente également le pivot narratif qu'a rapidement pris la série et qui en a fait une odyssée psychologique sincère, au-delà d'une énième comédie pour adultes. On a ce ressort comique d'un personnage négatif, méchant avec les autres, et en fait ça va plus loin que ça. La cerise sur le gâteau de cette représentation poignante de l'angoisse étouffante, c'est la fin de l'épisode. Quand Hollyhock, 17 ans, demande à BoJack, cette voix, celle qui te dit que t'es nul, et bête et moche, un jour elle se tait. C'est juste un truc débile d'adolescente, mais un jour elle se tait. Bien évidemment, il répond oui, avant de regarder le sol, et l'épisode se finit. On peut faire le parallèle avec l'épisode 10 de la saison 6, Good Damage, dans lequel on voit les pensées profondes de Diane. C'est une narration différente cependant, malgré un concept similaire, et ça montre bien la différence de fonctionnement entre BoJack et Diane. Princesse Caroline et l'importance de l'imagination. Princesse Caroline est une femme d'affaires sûre d'elle qui gère son monde d'une main de maître, en apparence. Elle a un besoin de contrôle presque compulsif qui lui permet de garder l'équilibre. Et si on la voit surtout trouver sa stabilité à travers la vie des autres, l'épisode 9 de la saison 4 nous offre un nouveau point de vue. L'imagination est un rempart contre la brutalité du monde extérieur. C'est parfois une sorte de coussin confortable qui nous empêche de tomber à même le sol. Princesse Caroline a un véritable besoin de transmission. Alors son imaginaire réconfort, c'est Rooty, sa descendante du futur. Rooty raconte la journée de Pissy. C'est une journée horrible. Mais elle fait des blagues, et puis son monde est coloré, c'est une enfant, il n'y a pas de conséquences. Elle vient du futur, ça veut dire que tout va bien se passer. Princesse Caroline perd énormément alors qu'elle commençait à atteindre une stabilité personnelle. Son assistant, son copain, le collier familial qui, en fait, était un faux, et surtout, ses chances d'avoir un enfant. Rooty, c'est sa transmission. Une enfant qui parlera d'elle avec fierté quand les voitures voleront. Un imaginaire qui la porte au quotidien, sans qu'on ne le sache, jusqu'à cet épisode. Un épisode qui finit par une conversation entre elle et BoJack. Elle dit « Tu veux savoir ce que j'imagine quand j'ai une journée déprimante au possible ? J'imagine mon arrière petite fille en train de parler de moi devant sa classe. Elle est sûre d'elle, elle est drôle et elle leur raconte ma vie et comment tout finit par s'arranger. Et quand je pense à ça, je me dis moi aussi que tout va finir par s'arranger. Sinon, comment pourrait-elle raconter ma vie à ses copains ?» Il répond « Mais c'est faux. » Et l'épisode finit sur les mots de Pissy. Oui, peut-être. Mais ça me fait du bien. Quand elle adoptera sa fille 2 saisons plus tard, elle l'appellera Rooty.
Comment BoJack Horseman plonge dans les souvenirs d'un personnage tragique. BoJack Horseman est une série qui brise le cœur et qui n'a pas peur d'aborder des sujets très difficiles. Parmi eux, la démence qui atteint la mère de BoJack, Béatrice. Une femme acariâtre et cruelle qu'à ce moment de la série, on découvre à peine sous un jour plus complexe. Si on a d'abord un épisode qui se concentre sur un événement clé de son enfance, qui d'ailleurs déterminera toute l'histoire familiale, c'est l'avant-dernier épisode de la même saison qui nous dévoile ce qui se passe dans l'esprit malade de cette femme et de son enfant intérieur. L'épisode est construit d'une manière très intelligente. On a l'histoire du point de vue direct de Béatrice. Dans son esprit, la plupart des décors semblent épurés, la majorité des personnages n'ont pas de visage, les mots se mélangent, les séquences s'enchaînent brutalement, rien n'est stable, tout grésille et parfois le présent se mélange à ses souvenirs. On a la véritable impression de rentrer dans sa tête et d'être aussi confus qu'elle. L'épisode est très sensoriel avec un décor qui bouge au rythme de ses angoisses et de ses pensées. Au-delà d'être une prouesse narrative, c'est aussi un rappel terrible au grand thème de cette saison, le traumatisme intergénérationnel. Béatrice a vécu à une époque où la femme devait remplir un rôle précis. Sa mère a été pour avoir exprimé des émotions fortes et est devenue une ombre silencieuse, littéralement. C'est comme ça qu'elle la voit dans ses souvenirs. À son tour, elle a dû jouer un rôle qu'elle a renié quand elle s'est engagée avec le père de BoJack, un écrivain raté complètement lâche. Puis il y a la question de la maternité, de la poupée qu'on lui a arrachée petite et qu'elle appelait son bébé, à BoJack qu'elle a fini par voir comme une représentation de son malheur. La transmission finit avec la naissance de Lioch, la seule Horseman qui a une chance de s'en sortir. L'épisode se finit sur une vieille Béatrice, accompagnée par BoJack dans une maison de repos miteuse. Confuse, elle lui demande où elle est. Il lui invente une histoire. Tu es à la maison du lac avec ta famille, tu es en sécurité et tu manges tranquillement une glace. Béatrice semble vivre cette histoire pleinement et repartir dans son esprit. Tous les thèmes de la saison et du personnage de Béatrice et tout ce qu'elle a transmis aux Horseman qui passeront après elle ont été abordés avec brio en nous serrant le cœur très très fort. Apprendre à être seul selon BoJack Horseman. BoJack Horseman est une série qui parle d'Hollywood, de comment c'est de vivre à Los Angeles. Parmi ses personnages, il y a Diane Nguyen, une autrice cynique qui met du temps à s'avouer qu'elle traîne une dépression depuis longtemps. Elle perd pied de plus en plus, devient très irritable et ça finit par exploser. Elle est enfermée dans la bulle de Los Angeles, comme tous les personnages, cette bulle qui leur dit à tous qu'ils doivent être quelqu'un, qu'ils doivent être vus. Ça sabote chacun d'entre eux, qui se voit comme un personnage de film qui doit divertir un public imaginaire. Et ça change brutalement pour Diane quand elle divorce. Elle part impulsivement au Vietnam, le pays de son père, tente de se reconnecter à une culture qu'elle ne connaît pas, parce que tout ce qu'elle veut, c'est trouver quelque chose à quoi se rattacher. Et en fait, elle se sent encore plus perdue qu'avant, et elle réalise qu'elle le serait n'importe où dans le monde, parce que le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à être seule. Son divorce est le point culminant d'une sensation qu'elle niait depuis un bon moment. Elle a le cœur brisé, elle a l'impression qu'il va se briser encore et à ça s'ajoute cette solitude, celle qu'elle comprend quand la sensation de vide la poursuit après son voyage. Elle pleure des torrents de larmes, elle essaye de construire une bonne relation avec son ex-mari, et puis elle navigue comme elle peut après que sa vie ait radicalement changé. Tout ce temps, elle écrivait un article dans sa tête sur son voyage, et quand elle revient, elle l'abandonne. Elle fait face à ses sentiments une bonne fois pour toutes, et elle dit « Tu es complètement à la dérive, sans compas, sans carte, ni même tes sens pour t'aider à avancer. Tu ne sais plus quoi faire. » Alors tu pars au Vietnam en pensant y trouver une communion, quelque chose de plus grand, mais tu ne trouves rien. En fait, tu es encore plus seule à l'arrivée qu'au départ. Mais tu survis. Tu apprends qu'on survit d'être seul. C'est l'un des monologues les plus poignants de la série, et le début d'un tournant pour le personnage de Diane qui va encore bien galérer. Mais elle le fera en allant droit vers la guérison, sans déni, tout simplement, avec les hauts et les bas de ce qui va avec la guérison. Pourquoi l'épisode le plus conceptuel de BoJack Horseman est l'un de ses meilleurs. L'épisode 6 de la saison 5 de BoJack Horseman est l'un des plus marquants, toutes séries confondues. À la fois pour son impact émotionnel, mais aussi pour son format, son concept. En effet, Fritz Choro, c'est une vingtaine de minutes de monologue. Quelque chose de très singulier dans un contexte audiovisuel, et qui sur le papier pourrait ennuyer très facilement. Mais Fritz Choro, ça n'ennuie pas. Ça captive. Dans cet épisode, BoJack fait un discours à l'enterrement de sa mère. Un personnage qui a été central la saison précédente et dont on a pu comprendre le parcours tragique. On est donc dans une position ambivalente parce que la narration nous a poussé à nous mettre dans les pompes de la méchante avec le thème très fort du traumatisme intergénérationnel. Le discours de BoJack repose sur cette ambivalence en tant que son fils. On revient donc à ce thème fort du traumatisme intergénérationnel qui est très abordé dans la série, lié à un thème universel, le deuil. La force de BoJack Horseman en tant que série, c'est de mettre des mots
mots sur des choses que le spectateur n'arrive pas à nommer. Ici, il met des mots très forts et symboliques sur une étape de la vie. Et puis, tout simplement, l'écriture de BoJack Horseman en général est captivante. Elle pourrait nous parler des heures et on écouterait, parce que c'est beau, puissant, sincère, viscéral. Et Fritz Chouro, à travers le deuil, aborde tout un tas d'autres choses. Et notamment ce vide que ressent BoJack constamment dans un contexte différent de d'habitude. C'est le moment le plus intime de BoJack dans la série, à mes yeux en tout cas. C'est un moment où il se laisse véritablement et sincèrement aller. Il parle de ses parents, de leur solitude collective, de cette idée d'attendre de quelqu'un qu'il fasse mieux que ça, mais que ça n'arrive jamais, et de souvenirs d'enfance doux amers. Il parle aussi de la réaction que le monde a autour d'une personne endeuillée, et c'est aussi intéressant que touchant. Son discours est graduel. Il semble s'éparpiller quand on l'écoute, mais en réalité, à l'écriture, on ne s'éparpille pas. On nous raconte une histoire de A à Z de manière logique, avec une véritable gradation. C'est aussi pour ça qu'on ne décroche pas, parce que narrativement, c'est logique en plus d'être beau. Et un bel épisode de BoJack, ça finit sur un gag absurde et cynique. BoJack Horseman et les bons dommages. BoJack Horseman est une série reconnue pour parler de santé mentale avec justesse. Chaque personnage apporte sa pierre à l'édifice et chacun d'entre nous peut se reconnaître en l'un d'entre eux. Mais je crois que Diane a secoué tout le monde dans l'épisode 10 de la saison 6, Good Damage, qu'on pourrait traduire par bon dommage. Durant tout l'épisode, elle tente d'écrire un essai qui retrace sa vie et surtout ses traumatismes. Elle est en tente de se soigner et devient obsédée par ce projet. Ça la hante et toutes ses pensées négatives l'envahissent. En même temps, un personnage jovial et coloré se crée dans son esprit, Ivy Tran, une jeune détective qui résout des mystères triviaux. Là, Diane est prise entre deux feux. Ivy Tran est concrète, la retranscription de ses traumatismes ne l'est pas. Mais elle a besoin d'écrire sur ça. Elle dit « Si je ne l'écris pas, tous ces bons dommages ne seront que des dommages. Toutes ces années de misère n'auront servi à rien. J'aurais pu être joyeuse et populaire et avoir de bons parents. Quoi ça a servi ?» Diane fait face au dilemme de beaucoup d'auteurs. On apprend que les écrits les plus viscéraux sont ceux réalisés dans la douleur. Et on finit sincèrement par croire qu'on est meilleur quand on souffre. Parce qu'on est plus proche de ses émotions, qu'on se dépasse plus, qu'on a moins de filtres aussi. Et ça s'applique à tout un tas de domaines. Et il n'est pas rare qu'un jour, il y ait cette espèce de truc bizarre coloré qui bouge dans tous les sens qui arrive et qu'on puisse plus lui échapper. Et on apprend qu'en recherche de réconfort, on exprime parfois autre chose que du désespoir. Et surtout, que le moteur de la créativité ne doit pas être la souffrance. Et quelque part, ça fait un peu écho à la petite Diane qui regardait Galipette en famille dans son misérable foyer. Au-delà des créatifs, il y a ce poids porté par les gens au vécu difficile. En parler au monde et aider si on le peut. Et ce que Diane exprime, c'est très fréquent et très important. Elle dit « Quand j'étais petite, je me disais que toute cette négligence, ça me rendait spéciale. Et qu'un jour, j'écrirais quelque chose qui ferait que les petites filles comme moi se sentiraient moins seules. » Elle se sent investie d'une mission. Diane a fini par comprendre qu'on ne peut pas stopper le monde de tourner à l'envers, mais qu'on peut au moins temporiser. Mais ça la bouffe. Et c'est tout son art qui, en fin de série, évolue grâce à ce dilemme. En effet, il n'y a pas de bons dommages, il y a juste des dommages. Ça a fait d'elle qui elle est, ça l'a fait avancer, grandir, même si ça a fait très mal. Factuellement, ce sont des dommages. Et ça ne veut pas dire qu'elle est condamnée, et ça ne veut pas non plus dire qu'elle doit instrumentaliser cette souffrance pour l'accepter. Elle finit par devenir très populaire avec les livres sur Ivy Tran. Et quelque part, ça la libère. Le meilleur épisode de BoJack Horseman. En tout cas, c'est ce que semblent penser les spectateurs à la sortie de The View from Halfway Down en 2020. L'avant-dernier épisode de la série est noté 9,9 sur IMDb et à un moment il a même atteint le 10. BoJack Horseman nous a habitués à une direction artistique prenante et parfois envoûtante et il est vrai que cet épisode coupe le souffle. Non seulement parce qu'il est magnifique, rempli de symbolisme et fait écho à tout ce qu'on a vécu dans la série, mais aussi parce qu'il aborde de grandes questions existentielles et qu'il nous brise le cœur tout simplement. BoJack arrive dans une maison étrange où toutes les personnes disparues qu'il a connues se réunissent pour un dîner spectacle. Un épisode qui va devenir de plus en plus sombre au fur et à mesure qu'on va comprendre que c'est littéralement le purgatoire d'un BoJack entre la vie et la... Quel est le sens de la vie? Pourquoi on doit toujours donner un sens aux choses? C'est un des grands axes du développement de BoJack et de la série en général. Si cet épisode le met face à ses traumatismes et ses erreurs, il le met aussi face à ça. Il cherche un sens mais ne fait pas sens lui-même. Il est en représentation constante. Et pour une fois, ce sont les autres qui sont en représentation et lui qui refuse de l'être. Il est carrément au plus proche de lui-même avec ses regrets et ses peurs. Et si au départ c'est confortable, il réalise petit à petit qu'il pourrait ne jamais s'en sortir. La panique augmente, on la ressent
avec lui, et le poème d'un mélange étrange entre secrétariat et son père achève de faire monter l'angoisse. Un poème merveilleusement symbolique qui décrit les derniers instants de secrétariat alors qu'il est en train d'enfler. Et regrette petit à petit. Il veut retourner en arrière mais c'est trop tard, et il finit par brutalement. Le reflet de BoJack à cet instant, et un poème qui, petite parenthèse que je trouve importante, a sauvé pas mal de gens dans la vraie vie. Le goudron, présent depuis le début de l'épisode, envahit le cadre et l'espace de BoJack. La tension monte, puis il réussit à appeler Diane. Elle lui répond doucement que tout ceci n'est pas réel et qu'on ne peut rien faire pour le sauver. L'épisode finit sur cette image, puis un silence et un long bip. Si beaucoup soutiennent que la série s'arrête là, il y a un dernier épisode qui est vraiment canon. Un épisode selon moi complémentaire au discours de celui-ci sur l'idée de vivre pleinement sans vouloir de sens fantasmer, d'avancer, d'apprendre. L'idée aussi qu'un personnage comme BoJack n'aura pas une fin tragique, qu'il devra vivre avec ses erreurs et qu'il sera obligé de faire mieux que ça. C'est d'ailleurs ce que soutient le créateur de la série. The View from Halfway Down, c'est un des meilleurs épisodes d'animation qui ait vu le jour. Il y a plein d'angles d'analyse et j'aimerais beaucoup m'y pencher à nouveau, notamment sur Sarah Lynn et sur Herb. BoJack Horseman est bel et bien en vie à la fin de la série. Les 2 derniers épisodes de BoJack Horseman ont secoué tout le monde. Dans la dernière saison, les actes horribles de BoJack le rattrapent et il tombe encore plus bas que d'habitude puisqu'il frôle la... On a cet épisode, The View from Halfway Down, qui est l'un des épisodes de série les mieux notés ever d'IMDb. Cet épisode est particulièrement marquant puisque la première fois qu'on le voit, on ne comprend pas ce qui s'y passe. BoJack est dans une sorte de rêve qui ressemble à un délire et il est entouré de personnes décédées au long de la série. Sa mère, son oncle, Sarah Lynn, sa costard dans Secrétariat, Zach Braff, Herb et un mélange entre Secrétariat et son père. Petit à petit, on comprend que c'est la représentation mentale du purgatoire de BoJack. Ça devient de plus en plus étrange, oppressant. Chaque personnage fait un spectacle avant de passer de l'autre côté. Sauf que, on finit par lui dire qu'il n'y a pas d'autre côté. BoJack panique et est poursuivi par une masse noire qui envahit tout son espace. Il appelle Diane, un appel qui explique qu'il est inconscient dans sa piscine et que, dans la réalité, elle ne lui a jamais répondu. L'épisode finit sur un bip d'hôpital. Et là, tout le monde se dit, BoJack Horseman est... Sauf que l'épisode d'après arrive et nous confirme que non. C'est la vraie fin de la série, j'en parle dans ma vidéo épinglée. Cet épisode a une atmosphère étrange, presque irréelle, mais je trouve ça logique. BoJack Horseman a une fin assez claire, des arcs narratifs qui se ferment tout en laissant des ouvertures à ses personnages. Et surtout, BoJack Horseman ne se finirait pas sur une disparition volontaire. Ça va à l'encontre de l'essence de la série. Une œuvre portée sur la santé mentale qui est tragique certes, mais pas que. Et une œuvre à laquelle beaucoup de personnes en souffrance et carrément en détresse s'identifient. Et ça, le poème de View from Halfway Down l'illustre parfaitement. Secrétariat finit en d'un pont et c'est l'idole suprême de BoJack à tel point qu'il l'identifie à son père dans ce purgatoire étrange. On a un parallèle déjà. Ce poème, c'est la description de ce qu'il ressent durant sa chute. La préparation, le saut, ce sentiment d'apaisement, puis soudain la panique et le regret. La pensée qu'il aurait pu faire autrement, mais que maintenant c'est trop tard. Pendant qu'il le lit, il s'arrête et il dit « J'ai changé d'avis, je veux plus ». Il finit son poème par « J'aurais voulu savoir pour la vue au dernier clignement ». Cette vue décrite par les survivants. Il est ensuite emporté dans la foulée en hurlant. C'est significatif pour le personnage de BoJack, mais aussi pour la série. C'est parallèle à lui. Secrétariat est parallèle à son parcours de vie. Et c'est de la représentation et de la prévention. Et cette série fait ça. Elle représente la santé mentale avec justesse. Elle ne justifie ni n'explique cet acte irréparable, mais elle exprime le regret existentiel de nombreuses personnes qui ont frôlé la fin. Celui de Secrétariat, celui de BoJack, celui de beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans cette situation. Et aussi, d'un point de vue narratif, ce serait pas logique qu'il... Le créateur de la série s'est d'ailleurs exprimé là-dessus. Il a un propos très intéressant que j'expliciterai plus tard. C'est très important si vous avez des idées qui vous submergent et qui vous poussent à penser à ces choses-là. Appelez le 3114, c'est un numéro d'écoute disponible 24/7 et vous avez tout mon soutien et vous méritez toute l'aide du monde. Il y a des structures disponibles, n'hésitez vraiment pas à les solliciter. N'ayez pas honte. Merci d'être resté jusque-là. J'avais déjà posté une vidéo sur les analyses de personnages de BoJack et j'en reposterai d'autres. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à t'abonner sur TikTok, à t'abonner sur Insta, selon tes préférences.